Sous le régime de Duvalier, la moindre étincelle de rébellion est étouffée dans le sang. Haïti était le théâtre d'oppression et de terreur. Les tontons macoutes, ces redoutables miliciens, sèment la peur et la violence, écrasant toute opposition. Mais même dans les heures les plus sombres, il y a des héros qui se lèvent. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune homme, Hector Riobé, dont le courage et la détermination allaient défier l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire d'Haïti. Hector, fils d'un propriétaire de plantation de canne à sucre, voit son père assassiné sous ses yeux par les hommes de Duvalier. Ce moment de terreur et de douleur grave en lui le désir indomptable de justice et de vengeance. Avec ses camarades, Hector Riobé prend les armes. Leur mission, libérer Haïti du joug de Duvalier. Ce récit, c'est celui de leur audace, de leur sacrifice et d'une bataille désespérée menée contre un tyran implacable. Leur histoire n'est pas seulement celle de la violence et du désespoir, mais aussi celle de la bravoure inébranlable de l'espoir. C'est l'histoire d'un combat épique et poignant où chaque décision est une question de vie ou de mort. Voici l'histoire d'Hector Riobé et de sa rébellion contre François Duvalier. Hector Riobé est âgé de 23 ans à l'époque des faits. Il est le fils unique d'André Riobé, un mulâtre propriétaire terrien de plantations de canne à sucre et d'une distillerie de Clairin à Léogane. En 1963, lors des répressions féroces menées par Duvalier contre ceux qu'il soupçonne de comploter contre lui, André Riobé est brutalement exécuté en pleine rue le 26 avril. Son fils Hector va porter en lui une douleur et une colère profonde. Orphelin de père et dépouillé de tout ce que sa famille possédait, Hector se retrouve à un tournant décisif de sa vie. Le jeune homme, autrefois destiné à reprendre les affaires familiales, se métamorphose en un résistant déterminé à venger la mort de son père et à débarrasser Haïti de la tyrannie de Duvalier. Avec 4 de ses camarades, Hector s'engage dans une lutte désespérée et héroïque, devenant ainsi l'un des symboles de la résistance contre Duvalier. Mais avant de vous relater les détails de cette histoire, rappelons le contexte politique de l'époque. Et pour bien comprendre cette histoire, il faut rappeler dans les grandes lignes la querelle qui opposait Duvalier à son ancien ami Clément Barbeau. Bon, j'ai consacré une émission complète à la guerre ouverte entre Duvalier et Barbeau. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. Mais rappelons tout de même les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. En 1957, François Duvalier est élu président. À ses côtés, Clément Barbeau, un ami intime et frère d'armes, joue un rôle crucial dans son ascension. Ensemble, ils construisent une relation fondée sur la confiance et la loyauté, solidifiant leur emprise sur le pays. Cependant, le pouvoir change les hommes. À mesure que Duvalier renforce son contrôle, sa méfiance et sa paranoïa augmentent. En 1961, les premières fissures apparaissent dans leur relation. Suspectant Barbeau de vouloir usurper son pouvoir, Duvalier trahit son ami et camarade et le fait emprisonner. La confiance est brisée et l'amitié laisse place à une inimitié mortelle. Libéré de prison, Clément Barbeau est désormais animé par un désir insatiable de vengeance. Il rassemble ses partisans et orchestre une série d'attaques contre le régime de Duvalier. La plus audacieuse de toutes est la tentative d'enlèvement des enfants de Duvalier. Un coup d'éclat qui, s'il avait réussi, aurait ébranlé le pouvoir de Papadoc. Mais le coup a échoué et les représailles sont terribles. La colère de Duvalier se déchaîne. Déterminé à éradiquer toute menace, il lance une purge sans précédent. Des centaines de personnes sont arrêtées, torturées et exécutées. Parmi elles, des anciens officiers, des opposants politiques et des hommes d'affaires. La terreur s'installe dans chaque foyer haïtien. Parmi les victimes de cette répression sanglante se trouve André Riobé, le père d'Hector Riobé. Un jour, alors qu'il passe à Carrefour pour se rendre sur ses terres à Léogane, il est intercepté par les militaires et miliciens qui patrouillaient.
On fouille son véhicule et il est arrêté en compagnie d'autres personnes qui se trouvaient dans la voiture. Son fils Hector, en apprenant la nouvelle, se rend sur les lieux auprès de son père. Il est aussi arrêté, mais sera libéré quelque temps après. Il apprendra par la suite que son père est exécuté en pleine rue par les tontons Macoutes. Cette tragédie marquera le début de la transformation d'Hector en un résistant déterminé. La guerre entre Duvalier et Barbeau a ainsi des répercussions bien au-delà des deux hommes. Elle engendre une spirale de violence qui touche des milliers de familles innocentes. Hector Riobé, désormais orphelin et dépouillé de tout, se prépare à entrer en guerre contre le régime, suivant les traces sanglantes laissées par Clément Barbeau et ses partisans. Dans le chaos et la répression qui suivent la tentative d'enlèvement des enfants de Duvalier par Clément Barbeau, Hector peaufine son plan d'attaque. Pour mener à bien sa vengeance, Hector réunit autour de lui 4 de ses plus fidèles amis. Il s'agit de Willem Turnier, âgé de 26 ans, et de son frère Jean-Claude Turnier. Hector connaît très bien les Turnier. Ils sont amis depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier à Port-au-Prince. Afin de consolider son plan, Hector fait ensuite appel à un jeune mécanicien du nom de Damas. C'est lui qui devait servir de chauffeur pour l'opération et qui aidait aussi à participer à la transformation de la voiture d'Hector en une espèce de tank. Enfin, le dernier membre du groupe est Jean-Pierre Udicourt. Il travaillait à l'époque dans une entreprise d'air conditionné. On avait besoin de lui pour la fabrication d'une lance-flamme, l'arme principale de l'opération. Le 14 juillet 1963, le jour même de l'exécution de Clément Barbeau par les tontons Macoutes, Hector Riobé et ses compagnons mettent à exécution leur plan audacieux. Ils ont bricolé un véhicule blindé artisanalement et armé d'un lance-flamme rudimentaire. Tout cela est fabriqué dans la cour de la maison familiale à Turgeau. Ce véhicule, symbole de leur détermination et de leur ingéniosité, est leur arme principale pour lancer l'attaque contre le régime de Duvalier. Alors que la nuit tombe, ils avancent sur la route de Delma en direction de Pétionville, semant des clous derrière eux pour ralentir toute poursuite éventuelle. Le poids du véhicule alourdi par l'arsenal qu'ils ont fabriqué, ça a ralenti leur progression et bientôt le moteur s'échauffe et tombe en panne juste en face du poste de police de Pétionville qui sert aussi de caserne pour les militaires qui patrouillent dans le coin. Les jeunes insurgés, Hector et ses amis, déguisés en miliciens, suscitent d'abord la curiosité puis la suspicion des soldats. Damas descend de la voiture pour vérifier l'origine de la panne. Un soldat arrive et propose son aide. Un autre, trop curieux, fait le tour de la voiture pour l'inspecter. Surpris par cette voiture à l'allure un peu étrange, il jette un coup d'œil à l'intérieur et découvre l'arsenal et donne aussitôt l'alerte. Hector et ses compagnons réagissent rapidement en arrosant le commissariat de coups de feu. Cela crée une situation de panique. Les gens courent de partout et Hector et ses amis abandonnent alors le véhicule et s'enfuient à pied vers les montagnes de Kinskov. Leur chemin est semé d'embûches. À la boule, ils s'arrêtent pour demander de l'aide chez un proche de l'un d'entre eux. Mais cette halte leur coûtera cher. Leur hôte, terrorisé par les représailles potentielles, finit par les dénoncer à la police après leur départ. Les autorités, maintenant en alerte, mobilisent les militaires et les miliciens des environs afin de boucler toute la zone. On annonce que des Camoquins essayent de déstabiliser le pouvoir. La situation commence à devenir compliquée. C'est maintenant une affaire d'État. Le groupe se sépare. Jean-Claude Turnier et son frère Willem sont partis se mettre à couvert. Hector, Damas le chauffeur et Jean-Pierre Udicourt prennent la route à pied vers Kinskov. Malgré tout, Hector et ses compagnons parviennent à s'emparer du poste militaire de Kinskov par une manœuvre audacieuse. Ils donnent volontairement la lettre, attirant ainsi les tontons Macoutes dans une embuscade. Tous les assaillants sont tués, permettant aux rebelles de s'emparer des armes et des munitions du poste. Ils auraient pu fuir vers la République dominicaine pour se mettre en sécurité, mais ce n'est pas leur intention. Hector, désormais chef de cette petite bande de résistants, choisit de continuer le combat. Il se réfugie dans une grotte à Morne-Godet.
à flanc de falaise, équipés de vivres et de munitions pour soutenir un long siège. Cette grotte, accessible par un seul chemin, un peu à découvert, devient le théâtre d'une bataille acharnée. Les tontons macoutes et les miliciens se lancent dans des tentatives suicidaires pour prendre d'assaut la position, mais sont repoussés à chaque fois par les tirs précis des rebelles. Le bruit des détonations se fait alors entendre jusqu'à Port-au-Prince. Et bien que les autorités tentent de garder le secret, les rumeurs se propagent rapidement dans la population. Le régime était en train de perdre la face. Durant 3 jours, la bataille fait rage. En dernier ressort, Duvalier fait intervenir le bataillon Dessalines, une unité tactique formée par les Marines américains et équipée d'armes modernes. Mais eux non plus ne parviennent pas à déloger Hector et ses amis. La situation est désespérée pour les hommes de François Duvalier. Chaque tentative pour déloger Hector Riobé et ses camarades de leur refuge dans la grotte de Morne-Godet a échoué. Le bataillon Dessalines, malgré son équipement moderne et ses entraînements intensifs, n'a pas réussi à briser la détermination des rebelles. Duvalier, en proie à une rage froide et calculatrice, décide de jouer sa dernière carte. La mère d'Hector. C'est un matin sombre et brumeux lorsque la mère d'Hector, le visage marqué par les années et la douleur, est forcée de monter à califourchon sur un âne. Ses yeux, autrefois pleins de tendresse, sont maintenant voilés par l'inquiétude et la peur. Escortée par les tontons macoutes, elle avance lentement vers le sentier étroit et exposé menant à la grotte. Chaque pas résonne comme un écho lugubre de la tragédie imminente. La tension est palpable. Les soldats, nerveux, maintiennent une distance respectueuse mais vigilante. Chaque regard est tourné vers cette figure frêle, chargée de convaincre son propre fils de se rendre. La scène est à la fois poignante et terrifiante. Une mère avançant vers l'inconnu et utilisée comme bouclier humain par des mercenaires qui veulent la peau de son fils. Arrivée près de l'entrée de la grotte, la mère d'Hector, la voix tremblante mais résolue, appelle son fils. « Hector, Hector !» L'écho de ses paroles se perd dans le silence oppressant qui enveloppe la montagne. Hector et ses amis, cachés dans l'ombre de la grotte, retiennent leur souffle. Hector, le cœur déchiré, a dû tout de suite comprendre que sa mère est utilisée comme ultime instrument de manipulation. Il sait que céder signifierait trahir tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce pourquoi ses camarades sont morts. Un long moment de silence s'étire, lourd de signification. Puis, une détonation unique brise l'air, résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme glacial du matin. C'est la réponse d'Hector, une réponse tragiquement claire. Il a choisi de mourir, libre, plutôt que de vivre enchaîné ou d'être torturé par les tontons macoutes. Le silence retombe, plus lourd et plus sombre que jamais. Les hommes de Duvalier, pétrifiés par la détermination d'Hector, n'osent même pas avancer après la mort d'Hector. Ce n'est qu'après de longues minutes, protégés par un tir de barrage massif, qu'ils s'approchent enfin vers la grotte. Ce qu'ils découvrent, c'est un spectacle de dévastation et de sacrifice. Hector Riobé, le dernier des résistants, gît là, entouré des vestiges de son combat. Son choix final de ne pas se rendre malgré l'imploration de sa mère est un acte de courage inégalé. Il est désormais plus qu'un homme. Il est un symbole de la résistance contre la tyrannie duvalieriste. À l'approche de la grotte, les hommes de Papadoc vont faire une grande découverte. Ils pensaient que la grotte était occupée par un groupe de tireurs d'élite, mais ils découvrent alors qu'Hector était seul. Son cadavre gît le long de la grotte. En fait, après l'attaque du poste de Kinskov, Riobé a demandé à ses amis de le laisser seul terminer le boulot. Il était donc seul à tenir tête à toute une armée de soldats et de tontons macoutes surentraînés. Il faut préciser qu'Hector Riobé n'était pas un simple amateur qui ignorait le maniement des armes. Dans sa jeunesse, il avait fait son service militaire en France. La mort d'Hector Riobé
ne marque pas la fin de la violence, mais le début d'une nouvelle vague de terreur orchestrée par Duvalier. Furieux et humilié par la résistance farouche d'Hector, Duvalier ordonne des représailles impitoyables. Les tontons Macoute, déjà redoutés pour leur cruauté, se déchaînent avec une brutalité encore plus grande. Les familles des rebelles sont les premières cibles. Les arrestations massives commencent dans la nuit. Les cris déchirants des enfants arrachés à leur sommeil, résonnant dans les rues sombres de Port-au-Prince. Les maisons sont fouillées, pillées et incendiées. Les proches d'Hector traqués sans relâche. Les prisons déjà surpeuplées se remplissent davantage et les salles de torture deviennent des théâtres de souffrance indicibles. Parmi les capturés, Jean-Pierre Udicourt, l'un des camarades d'Hector, subit les pires tortures. Accusé de complicité dans la rébellion, il est soumis à des sévices inimaginables. Pour le contraindre à révéler les noms de ses compagnons, Udicourt sera soumis aux pires tortures que peut inventer l'imagination de ses bourreaux. Lorsqu'enfin il tombe dans le coma, c'est le docteur Fourcan, le médecin personnel de Duvalier, qui arrive de la présidence et l'opère lui-même au cerveau pour essayer de le ranimer. Malgré la douleur, il refuse de trahir ses compagnons. Son silence est un dernier acte de défiance et de loyauté. Il est mort sous la torture. Jean-Claude Turnier, le seul survivant des auteurs de l'attaque, est arrêté avec son frère Willem et 2 autres de ses frères, dont l'un est âgé de seulement 14 ans. Après avoir passé 3 mois au pénitencier national, Jean-Claude est libéré. Ses 2 jeunes frères sont également libérés. Son frère aîné, Willem Turnier, qui avait pris part à l'opération, sera quant à lui exécuté dans la prison de Fort-Dimanche. Son corps ne sera jamais retrouvé. Quant à Damas, celui qui conduisait la voiture, il est revenu chez lui à Carrefour. Il sera arrêté et exécuté à Fort-Dimanche. Lui non plus, on n'a jamais retrouvé son corps. Aujourd'hui, le morne Godet à Kinskov, là où s'est joué l'affrontement entre Hector et les forces duvalieristes, porte le nom de morne Riobé, en souvenir de l'héroïsme d'Hector Riobé. L'exemple d'Hector Riobé, malgré sa fin tragique, inspire pourtant une nouvelle génération de résistants. En République dominicaine, de l'autre côté de la frontière, les exilés haïtiens, enflammés par l'héroïsme de Riobé, se mobilisent. Léon Cantave, un chef militaire exilé, commence à organiser des groupes armés pour ouvrir un second front contre Duvalier. Je vous raconterai cela en détail dans une prochaine page d'histoire. Et dans les années 80, sous Jean-Claude Duvalier, une brigade Riobé portant le nom du martyr a pris naissance et a même revendiqué un attentat contre le régime en 1983. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à Hector Riobé, cette figure de la résistance anti-duvalieriste. Si vous aimez nos contenus, si vous aimez l'histoire, si vous aimez la musique, si vous aimez la culture haïtienne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous abonner partout où Haïti Inter se trouve. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.